Bonjour à tous, nous allons passer ici à la correction de l'exercice 40, page 143 de votre livre. Donc, il s'intitule Corrosion du magnésium et qui prend appui sur une transformation chimique que l'on a déjà rencontrée en fait dans toute la série qui avait déjà été faite dans la vidéo de cours. Alors on vous dit ici, voilà, donc un morceau de ruban de magnésium, ici, donc je vais bien souligner magnésium, là c'est très très important, ici, voilà. Donc ce ruban ici de magnésium, on nous dit, donc il est introduit avec de l'acide chlorhydrique, donc je peux déjà aussi souligner ici l'acide chlorhydrique, voilà. Et cet acide chlorhydrique donc contient plusieurs choses. Elle contient donc les ions hydrogène ici, H+, voilà. Donc je vais entourer comme ça. Et puis ici, donc, les ions chlorure, donc Cl-. Donc ces ions chlorure Cl-, on nous dit d'ailleurs un petit peu plus loin que ce sont en fait des ions spectateurs. Alors le tout, bien sûr, est introduit dans un tube à essai. Alors ensuite, on vous dit donc qu'il se forme un gaz. Très important, ça d'avoir repéré là ici. Donc ça, on peut quand même le souligner. Oui, je vais le faire comme ça, là ici comme ça. Voilà, hop. Il se forme donc là ici un gaz qui donc se forme. Voilà. Et ce gaz, donc ici, lorsqu'on approche une flamme, produit une détonation. Alors ça, c'est caractéristique en fait des molécules de dihydrogène H2. C'est-à-dire que là, ici, la détonation, alors je vais le faire comme ça, voilà, en changeant de couleur, donc ici, vous voyez que la détonation ici, en fait, eh bien, c'est en réalité caractéristique, donc ici, des ions H2. Alors, c'est important en fait d'avoir analysé ça. Vous voyez, je vais le remettre là ici en bas comme ça. Voilà, donc caractéristique ici, donc là je ne peux pas aller plus loin, donc c'est tout, c'est pas grave, je vais m'arrêter ici. Donc caractéristique, donc je vais le mettre là ici, des molécules donc de dihydrogène ici H, d'accord, avec un 2 comme ça, voilà. Donc, résumons-nous, le magnésium va réagir avec les ions hydrogène pour former entre autres un gaz qui est ici, donc les molécules donc, de H2. Alors on vous dit un point très important, c'est que à la fin de la transformation, en fait, on a l'ion magnésium ici, qui est mis en évidence par un test, qu'on ne va pas détailler là ici, mais c'est ce qui est dit, mis en évidence donc voilà par un test. Un test tout simplement de reconnaissance traditionnelle des ions. Et un autre point aussi que l'on peut avoir noté là, c'est qu'il ne reste pas, voilà, de solide ici au fond du tube une fois que la réaction donc est terminée. Alors ça c'est important ici, avoir repéré un petit peu tout ça. Dans l'immédiat. Alors, autre chose, bien évidemment, à avoir repéré aussi, c'est ce que l'on dit un petit peu plus loin donc, dans l'énoncé, c'est qu'à l'état initial, ici, eh bien, le magnésium, ici, c'est un mélange de 20 millimoles, donc c'est le magnésium, là, ici, 20 millimoles, voilà. Et puis, l'autre partie, donc là ici, c'est-à-dire les ions hydrogène, eh bien, l'autre réactif, c'est 50 millimoles. Voilà, d'ions hydrogène ici. Voilà. Alors, à partir de là, on va pouvoir, donc sans difficulté, pouvoir traiter ici les différentes questions. Donc, ici, on reprend ce qui est dit. Donc on vous dit, donc tout d'abord il y a le magnésium, donc je vais l'écrire ici, donc Mg, alors qui est un métal comme vous le voyez sur la photo, donc c'est solide bien évidemment, plus, alors acide chlorhydrique, on vous dit que les ions chlorure sont spectateurs, donc ici la transformation aura lieu en fait avec les ions hydrogène, donc H+, donc je vais juste ici écrire H+. Alors bien évidemment, comme l'espèce est en solution aqueuse, c'est-à-dire qu'elle est dissoute dans l'eau, eh bien je vais mettre ici le fameux AQ.
Alors tout ça donc réagit pour donner quoi? Eh bien pour donner donc ici les ions Mg2+, également en milieu aqueux. De toute façon ici, au niveau seconde et même au niveau lycée, d'une façon générale, dès que vous avez des ions, ce sera pour vous forcément en milieu aqueux. Plus donc le dégagement ici de dihydrogène H2, donc qui est un gaz, ici c'est le fameux gaz qui détonne. Alors voilà donc ici l'équation bilan. Alors à noter bien entendu qu'on ne fait absolument pas figurer ni de ce côté-là, c'est-à-dire du côté des réactifs, ni de ce côté-là, c'est-à-dire celui des produits, les ions Cl-, puisque les ions Cl-, on vous dit ici, sont des ions spectateurs. Et je rappelle ce que l'on avait dit dans la partie cours, les ions spectateurs, donc on ne les écrit pas dans le bilan réactionnel. Alors ici, maintenant, c'est très bien, mais on constate en fait que la réaction ici n'est pas équilibrée. Alors pourquoi? Parce qu'on a un atome de magnésium ici, un élément magnésium également de ce côté-là. Donc bon, effectivement, là il est sous forme d'atome, là il est sous forme d'ion, mais c'est toujours le magnésium. C'est-à-dire que je rappelle, on n'a absolument jamais touché au noyau dans une transformation chimique. Donc bien évidemment, si on a du magnésium au départ, on doit le retrouver à l'arrivée. Donc ici, il y en a un là, un là. Bon, a priori, on pourrait se dire ça marche. Bon, par contre, pour l'hydrogène, ça coince, bien évidemment ici, puisque l'hydrogène qui est là, il y en a un, alors que là, ici, il y en a deux. En plus, pour les charges, ça ne marche pas, parce que vous en avez deux ici et une là. Alors, on voit, bien évidemment, de manière évidente, de toute façon, c'est un exemple, je crois qu'on avait fait dans la partie cours, que si on met un 2, donc là, ici, et bien là, maintenant, ça marche, parce qu'on a deux hydrogènes ici, H2 qui est là, et puis donc ici, deux charges positives ici, de ce côté-là, ça fonctionne. Donc voilà, ici l'équation est écrite, elle est équilibrée, et c'était la réponse donc à la première question. Alors maintenant on va faire donc la deuxième question. Alors la deuxième question ici, c'était donc de déterminer le réactif limitant à partir des quantités de matière des réactifs. Et on vous demande, bien évidemment, de vérifier si ce résultat est cohérent avec les observations qui ont été faites. Alors, je rappelle, bien évidemment, que pour déterminer si un réactif donc, est limitant, sous-entendu l'autre sera en excès, il va nous falloir calculer, déterminer ici les rapports en fait des nombres de moles apportés à l'état initial de chacun des réactifs, donc ici de Mg, ici de H+, divisé par le coefficient stoichiométrique. Donc là on a un 2, et je rappelle, ici c'est comme si j'avais mis un 1, que je remets ici en pointillé, c'est quelque chose que j'avais déjà montré. Vous voyez que ce qui est proposé là, c'est vraiment un exemple tout à fait spécifique de ce qui a été vu en cours. D'ailleurs, on avait fait des choses comme ça dans la vidéo de cours. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que on calcule tout d'abord le rapport du nombre de moles de magnésium apporté à l'état initial, divisé par son coefficient stoichiométrique correspondant, qui est le fameux 1 en pointillé. Alors je fais ce calcul. Ici, qu'est-ce que l'on me dit dans l'exercice? On me dit que dans l'exercice, la poudre de magnésium, ici, donc est apportée à l'état initial, à raison de 20 millimoles. Donc ici, je vais écrire 20. Alors je peux convertir en mol ou laisser ici en minimol, ça n'a absolument aucune importance. Et je vais diviser donc ici par un 1 en pointillé. Alors vous entendez mon téléphone qui couine de temps en temps parce qu'il y a des notifications un petit peu à droite à gauche qui arrivent très régulièrement du fait de la situation actuelle. Donc un coup c'est un mail, un coup c'est un message sur École Directe, un coup c'est une notification diverses et variées. Donc on ne se déconcentre pas, ça va arriver tout le temps puisque ce sont des circonstances assez exceptionnelles comme vous le savez. Alors on continue, donc si je fais le calcul ici, en fait il n'y a rien à faire, vous voyez ça fait ici 20 millimoles. Donc je rappelle ici bien évidemment, là j'ai un nombre de moles, là j'ai un coefficient ou nombre stoichiométrique, donc un nombre stoichiométrique n'a pas de dimension. Donc ici si j'ai des millimoles divisé par quelque chose qui n'a pas de dimension, je retrouve bien des millimoles à l'arrivée. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais calculer donc, le deuxième rapport. Donc le deuxième rapport, je vais faire N de H+ initial. Donc divisé par le coefficient stoichiométrique correspondant. Donc là ici le coefficient stoichiométrique correspondant c'est le coefficient 2. Donc je vais le mettre comme ça.
Alors ça va être égal à quoi? Ben, ça va être égal ici, on me dit, à 50 millimoles. 50 millimoles. Donc je vais reprendre ces 50 millimoles ici. Et je vais donc diviser par 2. Et là, bien évidemment, j'ai pas besoin de calculatrice. Je vois que ça va me faire donc 25 millimoles. Donc attention, il y a voilà, millimoles, comme ça. Donc là, bien évidemment, si je compare ici ces deux quantités, eh bien, je m'aperçois que 20, bien entendu, est inférieur à 25. D'accord? Voilà, je le mets ici comme ça. Ainsi, je constate que le rapport ici, qui est de 20, est inférieur au rapport ici qui est de 25. Alors c'est ce que je vais noter là, donc ainsi, je vois que n de mg à l'état initial, donc sur 1, est inférieur au nombre de moles de H+ à l'état initial sur 2, puisque c'est 20 inférieur à 25, d'accord, là ici. Donc je le rappelle, là c'est 20 inférieur à 25. Donc, eh bien, le réactif qui correspond au rapport le plus petit, c'est-à-dire ici, celui-là, d'accord, celui que je fais en vert là ici. Donc, le magnésium, ici, parce que ce réactif qui est en vert ici, c'est le magnésium, voilà. Eh bien, c'est le réactif limitant. Rappelez-vous ce que l'on avait dit, le réactif qui, dans cette comparaison ici, possède le plus petit rapport, eh bien, c'est le réactif limitant. Donc, pas de problème ici, Mg est limitant. D'accord, voilà. Et donc, je le mets ici entre parenthèses, et aussi, on peut dire que H+ est en excès. Alors, c'était pas demandé, ça c'est moi qui le rajoute ici, mais c'est pour que tout le monde donc comprenne bien la notion là ici. Alors maintenant, à la fin, on vous dit, ce résultat est-il cohérent avec les observations qui ont été faites? Si Mg est limitant, par définition, c'est ce que l'on a vu en cours, ça veut dire qu'il est épuisé à la fin. Rappelez-vous, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, le réactif limitant, c'est celui qui s'épuise à la fin. Alors, est-ce que c'est cohérent en fait? Eh bien, on vous dit précisément que on fait la réaction, etc., etc. Donc là, il faut reprendre le texte de l'énoncé de l'exercice. Et on vous dit à un moment donné, c'est vers le milieu du texte, à la fin de la transformation, l'ion magnésium est mis en évidence, très bien. Et on vous dit aussi que vous avez, alors je ne le vois plus exactement, voilà, il ne reste pas de solide au fond du tube, et il y a le dégagement gazeux. Il ne reste pas de solide au fond du tube. Alors ici, comme vous le voyez bien évidemment, dans la transformation, la seule espèce ici qui est à l'état solide, c'est le magnésium, donc en ruban ou en poudre qu'il y avait au départ. Donc bien évidemment, si on vous dit ici qu'il n'y a plus de solide à la fin, ça veut dire que forcément, il n'y a plus de magnésium à la fin. Donc s'il n'y a plus de magnésium à la fin, ça confirme bien le fait qu'il est réactif limitant, ce que l'on a vérifié ici avec ce calcul. Voilà pour cet exercice. Alors nous allons passer maintenant donc à la correction de l'exercice 45 page 145, une étoile, donc ici en toute rigueur on franchit un niveau de difficulté supplémentaire par rapport à tout à l'heure, donc synthèse de l'ammoniac. Alors d'ailleurs la synthèse de l'ammoniac on a déjà rencontré précédemment aussi cette réaction quand on avait travaillé sur l'ensemble de toutes les équations au bilan, donc là aussi ça sera une certaine révision. Alors on vous dit, voilà, donc l'ammoniac ici, de formule, donc NH3, ici, donc je vais reprendre ici mes outils, voilà, donc ammoniac de formule NH3, donc je vais ici l'encadrer. Voilà, alors je dois reconnaître en fait que les outils là ici pour écrire à la souris c'est pas forcément évident, mais enfin bon, on fait ce qu'on peut compte tenu des circonstances. Donc ce gaz NH3, on vous dit ici que c'est un gaz irritant pour les voies respiratoires.
Préparé industriellement, c'est une matière première nécessaire à la synthèse de nombreux matériaux polymères, innovants, utilisés par exemple dans la fabrication des skis. Donc c'est ce que l'on peut voir là ici. Alors on vous dit, lors de la synthèse industrielle de l'ammoniac, l'un des réactifs est l'un des constituants de l'air. L'autre réactif est un gaz qui produit une petite détonation en présence d'air et d'une flamme. Alors ça ici, bien évidemment, j'espère que ça va vous rappeler un petit quelque chose que l'on a vu juste avant dans la vidéo. Donc ici, je vais l'encadrer comme ça. L'autre réactif, donc ici, qui est un gaz qui produit donc une petite détonation ici en présence de flamme, et bien c'est précisément, alors je vais le renoter donc là ici, où je vais le laisser d'ailleurs dans la même couleur, voilà, et bien c'est précisément le dihydrogène, donc H2, voilà, H2, donc je vais noter comme ça, voilà. C'est pas forcément évident à écrire, mais ici c'est bon. Voilà. Donc bien évidemment, ici, eh bien, le dihydrogène H2, hein, qu'on peut retrouver avec ça, eh bien c'est l'un des éléments, hein, l'une des molécules, hein, ici, donc l'un des éléments chimiques, hein, qui va nous permettre donc de fabriquer ici l'ammoniac. Alors à partir de là, donc on va pouvoir maintenant traiter les différentes questions. Alors tout d'abord la question petit a, donc je vais mettre là ici. On vous dit rappeler donc la composition de l'air, en tout cas la composition au niveau des gaz majoritaires qui est présent ou qui sont présents dans l'air. Alors c'est vrai que ça c'est pas quelque chose qu'on a forcément revu dans le détail ici en classe de seconde, mais ça fait partie quand même d'une connaissance de collège que normalement en théorie vous êtes censé avoir. Donc je rappelle que l'air est composé donc très majoritairement donc, de diazote, hein, donc je vais l'écrire comme ça, diazote. Donc je rappelle, formule ici N2, environ, allez on va dire 79%. Voilà, bon. Ensuite, bien évidemment, le dioxygène. Voilà. Donc le dioxygène ici O2, hein, bon, c'est celui qui est utile à la respiration. Donc là c'est environ 20%. Voilà. Et puis, alors ça je crois vous l'avoir dit en fait une fois, je vais le noter ici à côté. En fait le gaz qui arrive en troisième position après diazote et dioxygène, alors contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas le dioxyde de carbone en fait. C'est un des gaz nobles, en fait, hein, que vous connaissez bien maintenant, qui est tout simplement l'argon. D'accord ? Donc, symbole ici AR, qui est donc d'environ 0,97 à peu près %. Et donc, bien évidemment, dans les quelques petits pourcentages qui vont rester là ici, eh bien, là-dedans, vous allez retrouver, alors effectivement, le dioxyde de carbone et puis tout un tas d'autres gaz qui sont effectivement présents. Alors, dans ce genre de questions, je précise quand même que vous n'étiez pas censé ici forcément nous reparler de l'argon ici à ce niveau-là. On vous donnerait un exercice comme ça dans un devoir. Ce que l'on vous demande, c'est diazote, dioxygène, et là vous auriez pu mettre 80%, 20%. Hein. C'est généralement comme ça qu'on le présente au collège. Hein, 80, 20, bon moi j'ai mis 79 pour dire qu'il y a à peu près 1% d'argon, en fait un tout petit peu moins, puis après le tout petit pourcentage qui reste, c'est pour le reste, dont le dioxyde de carbone. Donc en fait on voit ici que le dioxyde de carbone en fait est présent en toute petite quantité dans l'air. Mais c'est pas pour autant bien évidemment qu'il ne faut pas faire attention au niveau gaz à effet de serre, etc. Mais ça c'est un autre débat. Alors maintenant pour la question, donc ici petit b, donc je vais la faire là. On vous dit indiquer donc les réactifs de la synthèse industrielle donc de l'ammoniac et préciser leur état physique. Alors on a vu bien évidemment que l'ammoniac,
Donc ici, voilà, je vais y arriver, l'ammoniac, donc formule chimique NH3, c'est un gaz, hein, d'accord, puisqu'on a dit dans l'énoncé, hein, vous pouvez le voir écrit ici, qu'on vous disait même c'est un gaz irritant, donc il faut faire attention. Alors, l'ammoniac, donc si vous voulez, donc, il est fabriqué ici, hein, il est fabriqué à partir, donc, on vous disait, donc d'un gaz qui détonne à la flamme. Et on avait déjà identifié, en analysant bien l'énoncé, que on avait donc du dihydrogène H2, qui est un gaz. Et, bien évidemment, on vous avait dit ici, d'un composant qui est l'un des constituants de l'air. Bon, alors, bien évidemment, ici, la conservation des éléments va nous imposer que si on veut fabriquer de l'ammoniac, bien sûr qu'il va nous falloir ici prendre de l'élément hydrogène, qu'on aura à partir des H2, mais également il faut une source, si je puis dire, une ressource en élément azote. Donc si on regarde ce qui se passe dans l'air, puisqu'on nous dit que cette ressource elle est présente dans l'air, il n'y a pas d'autre choix ici que de prendre le diazote de l'air. Donc on aura également ici donc le diazote à l'état gazeux. Donc là, bien sûr, ici, j'ai les réactifs, hein, bien évidemment. Ça ici, ce sont les réactifs. Voilà. Et puis, donc, ici, j'ai les produits, ou le produit, parce que ici, en fait, il n'y en a qu'un. Donc, on enchaîne logiquement à ce moment-là la troisième question, là ici, la question petit c. On nous demande donc d'écrire l'équation de la réaction modélisant la synthèse de l'ammoniac. Donc on va écrire ici N2 à l'état donc gazeux plus H2 à l'état gazeux donne NH3 à l'état gazeux. Et transformation que l'on avait déjà rencontrée. Donc, le fait d'avoir N2 ici va nous imposer de mettre un 2 devant le NH3. Comme ça, j'ai bien équilibré l'élément azote. Hein, j'en ai 2 ici, j'en retrouve 2 là. Et du coup, j'introduis également à l'arrivée 2 fois 3, 6 hydrogènes. Hein, je rappelle que le 2, c'est comme si on avait une parenthèse ici. Le 3 ne multiplie que l'hydrogène, il ne multiplie pas, bien évidemment, ici, l'azote. Là, c'est comme si j'avais un 1, mais je l'avais bien fait dans la vidéo. Ici, maintenant, je ne l'écris plus. Donc ici, j'ai 2 fois 3, 6 hydrogènes. Comme ici, les hydrogènes sont par groupe de 2, en quelque sorte, pour en avoir 6, je suis donc obligé de mettre un 3 ici. Donc, voilà. N2 plus 3H2, et bien ça va nous donner donc 2NH3, et là, mon équation bilan, donc ici, est donc équilibrée. Alors maintenant, pour la dernière question, la question D, on nous dit ici, on souhaite préparer une quantité petit n de 2,0 mol ici, donc d'ammoniac. Exprimer puis calculer la quantité d'air nécessaire donc ici à la synthèse. Alors là, bien évidemment, ici, il va nous falloir en fait aller un petit peu plus loin. Quand on pose ce genre de questions, on souhaite préparer 2,0 mol d'ammoniac, exprimer puis calculer la quantité d'air nécessaire. On va essayer de regarder ce qu'il nous faut, si vous voulez, donc à minima, en quelque sorte. Et à minima, eh bien, c'est d'avoir, en quelque sorte, des proportions qui peuvent être les proportions stoichiométriques, mais qui, en fait, vont nous permettre d'étendre, en quelque sorte, ce que l'on avait vu. Alors, si on a des proportions stoichiométriques. Voilà, je l'écris comme ça en abrégé. Qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien ici, on va pouvoir dire, si vous voulez, que on aura donc le nombre de moles de N2 qui aura été introduit à l'état initial,
Donc sous-entendu sur 1, bon là j'écris plus 1 maintenant, hein, on sait que c'est 1, donc sous-entendu divisé par 1 là ici, parce que j'ai un 1 là ici, qui doit cette fois-ci être égal en fait au nombre de moles de H2, là c'est un H hein, ici, H2 donc initial sur 3, parce que là j'ai le coefficient 3. L'égalité ici, c'est pour les proportions stoichiométriques. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que je vais bien rappeler donc là ici. Le fait d'avoir mis là, vous voyez, un signe égal, c'est pour traduire ici les proportions stoichiométriques. Puisque si, bien évidemment, on n'a pas l'égalité ici, à ce moment-là, ben, on a soit l'une des quantités qui est inférieure ou supérieure à l'autre, et à ce moment-là, on parle de réactif limitant. On revient à ce que l'on avait dit avant. Là, ici, si j'envisage des proportions stoichiométriques, il faut que j'ai l'égalité ici, entre les deux. Dans ce cas, ici, je vais me retrouver en fait dans une situation où j'aurai exactement ce qu'il me faut de l'un et de l'autre pour que ça réagisse, et sous-entendu, il n'y aura plus rien à la fin. Alors ça, c'est très bien, mais ben, on a aussi, si vous voulez, l'égalité qui est là, qui doit être aussi égale au nombre de moles de NH3, mais que l'on forme cette fois-ci à l'état final, donc je vais mettre un petit f là ici pour l'état final, divisé donc par 2. Donc autrement dit, ici, on aura, alors je vais le mettre comme ça, hein, donc cette égalité, hein, qui est là, ici, voilà, cette égalité, donc je vais mettre ici peut-être des couleurs, voilà, cette égalité, qui continue avec celle-là. Voilà. Le petit f qui est ici, alors ça c'est une petite nouveauté que j'introduis là. Alors je vais quand même rappeler ici que le petit i, ici ça veut dire l'état initial. Donc ça bien sûr c'est pour les réactifs. Voilà. Et le petit f, bien sûr, c'est l'état final pour les produits. C'est-à-dire ce que l'on forme ici à la fin. Ainsi, j'ai renoté, donc comme vous le voyez là ici, l'ensemble de l'égalité. Donc j'ai bien n de N2 initial sous-entendu sur 1, qui doit être égal au nombre de moles de H2 initial sur 3 si j'envisage le cas particulier des proportions stoichiométriques, et qui est égal en fait à la quantité de produits formés. Donc ici on n'a qu'un seul NH3, donc ici à l'état final, sur son coefficient stoichiométrique qui est un 2. Alors rappelons-nous la question ici c'est que on connaît ça. Hein, donc je vais le rappeler là ici, ça on connaît ici. Hein, je vais le noter comme ça. Ça, on connaît. D'après l'énoncé, on l'appelle petit n, d'ailleurs, tout court, et on dit que c'est 2 moles. Hein, 2,0 mol, je vais l'écrire ici, comme ça. Et le but, c'est d'exprimer puis calculer la quantité d'air. Alors, avant d'en arriver donc à la quantité d'air, je vais quand même être obligé ici, d'abord, de déterminer la quantité de diazote. Donc, si je prends donc cette égalité uniquement sous cet aspect-là, c'est-à-dire ce qui est là ici et ce qui est là, voilà, eh bien, je vois donc ici que sans la moindre difficulté, ben, j'aurai n, alors je vais quand même l'écrire ici en noir, n de N2 initial, qui va être donc égal à n, je vais réécrire quand même, de NH3 à l'état final sur 2, et qui va être égal là ici à cette quantité qui est là, c'est-à-dire ici 2,0 sur 2, c'est-à-dire ici bien sûr 1,0, voilà, mol. Très bien. Voilà, donc ça veut dire que si l'on veut produire 2 moles d'ammoniac, eh bien il nous faut 1 mol de N2. Voilà ce que le raisonnement nous dit là ici. Alors,
Bien évidemment, on pouvait s'y attendre, parce que je ne vais pas reprendre l'équation là, ici, vous irez remonter un petit peu en arrière dans la vidéo. On a vu que quand on prend les coefficients, devant N2, on a un coefficient 1, et devant donc NH3, on a un coefficient 2. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on utilise une molécule de N2, on fabrique 2 molécules de NH3. Donc forcément, si j'ai une mole ici, je produirai 2 moles. C'est exactement ce qu'on me demande, 2 moles, donc il faut prendre une mole. Donc je reprends ici le raisonnement, si vous n'avez pas trop compris. Si je me dis, voilà, je prends une mole de N2, comme dans l'équation, vous irez la revoir, il y a un coefficient stoichiométrique 2 devant NH3, une mole donc de N2 va forcément donner 2 moles de NH3. Maintenant, je pourrais dire 2 moles de N2, ça me donne 4 moles de NH3. Je pourrais dire 1,5 mol de N2, ça donne 3 moles de NH3. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il y a une proportion double entre les deux. Donc forcément ici, avec 2 moles de NH3, il me faut donc en fait la moitié, c'est-à-dire ici bien une mole. Alors, une fois donc que l'on a maintenant ici donc le N2 qui est donné, eh bien voilà ce que l'on peut dire. Or, on sait que le nombre de moles de N2, donc qui est apporté ici à l'état initial, représente une certaine fraction d'air. Et on la connaît, alors tout à l'heure j'ai mis 79% ici pour arrondir, donc je vais mettre, vous voyez, un à peu près égal comme ça. Je vais dire donc 80%, d'accord? Donc là je mets un petit point comme ça, du nombre de moles d'air. Voilà, comme ça, du nombre de moles d'air. Donc, soit ici, le nombre de moles donc, de N2 apporté à l'état initial, qui vaut donc 80%, bien évidemment, c'est comme si je disais 0,80, multiplié donc par le nombre de moles d'air. Donc bien sûr, on demande le nombre de moles d'air, parce que la question c'est de déterminer la quantité d'air. Je rappelle que quand on dit la quantité, maintenant vous le savez, c'est la quantité de matière, donc c'est le nombre de moles. D'où, ici, eh bien, le fait que le nombre de moles donc d'air, eh bien, ce sera donc ici le nombre de moles de N2 à l'état initial sur 0,80. Alors, on a calculé tout à l'heure, ceci on l'avait là, je rappelle ici, donc c'est 1,0, le nombre de moles de N2 ici à l'état initial, on l'a calculé ici, divisé par 0,80. Donc l'application numérique définitive, là ici, AN, je rappelle, ça veut dire application numérique. Donc là, on a le droit de prendre sa calculatrice. Moi, je vais prendre la mienne, donc là ici. Voilà. Donc, on va faire le calcul comme ça. Donc, je fais 1 divisé ici par 0,8. Voilà. Et j'obtiens 1,25. Alors, ceux qui sont forts en calcul, ils auraient pu le faire de tête. Moi, ici, je vais le faire donc à la calculatrice. Donc, le nombre de moles ici d'air est donc de 1,25 moles. Et voilà, c'était donc ici le résultat demandé à cette dernière question, ce qui clôture cet exercice.